Et c'est parti. On est en live pour une petite session d'un peu moins d'une heure. On va continuer Angular. Pour les personnes qui ont envie de suivre la formation, vraiment les fondamentaux. Je prévoirai par la suite une formation dédiée, étape par étape, vraiment tout détaillé de Angular. Angular 18, Angular 19, puisque d'ici là, Angular 19 sortira, ça sort tous les 6 mois. Voilà, vous allez bien? Vous allez bien aujourd'hui? Ça fait plaisir de vous revoir. On est reparti. Ben ouais, sur YouTube, exactement, Rémi. Exactement. Sur YouTube et sur Twitch. Yeah! Donc ça y est, c'est parti, on fait les deux maintenant. Comme ça, pas de jaloux. Et puis au moins, ceux qui préfèrent YouTube, bah, vous restez sur YouTube. C'est cool, non? Allez, c'est parti. Alors je vous rappelle où on en était. On est en train de faire toute une partie Gameotech, la lister tous mes videogames. Et on est en train de voir les fondamentaux d'Angular, vraiment. Donc essayer de comprendre Angular tel qu'il est aujourd'hui, avec tout ce qui est arrivé sur Angular 18 en même temps. Donc on a vu quoi la dernière fois? On était en train de voir comment communiquer entre parents et enfants. Et donc, l'idée ici, c'est que, je rappelle, on avait fait des communications input, donc avec le title, des communications input toujours avec des items, et des communications output avec le toCreate. Donc, qu'est-ce que c'est ici? C'est de se dire que nous avons la possibilité d'aller passer des paramètres qui vont être des paramètres de type constante ici, comme ce serait dans un href, vraiment un paramètre normal, entre guillemets, qu'on verrait dans une balise HTML, et des paramètres de type binding, c'est-à-dire là je suis connecté à une variable qui est en fait dans mon composant JS, puisque rappelons que c'est du JS. Et ça va être un des points qu'on va voir aujourd'hui, on va les zoomer sur la partie TypeScript. Il y a une formation dédiée que j'ai proposée, étape par étape sur TypeScript sur YouTube, et puis j'en ferai une aussi sur notre plateforme Curious Academy par la suite. Et l'idée, c'est que on va aller travailler sur cette partie-là aujourd'hui. Alors, le débit est inférieur au débit recommandé, mais not du tout. Bon, écoutez, faudra que j'aille voir ça. À 6800. Il faudra que je retravaille ça encore. Pourtant, je l'avais retravaillé. Bon, anyway, c'est pas grave. J'espère que vous voyez bien mon code. C'est le plus important. Rémi, si tu peux me dire, c'était toujours là. Yes, alors, donc on y va. On va zoomer un peu sur TypeScript, comprendre un peu le monde de TypeScript aujourd'hui, et de se dire que pourquoi en fait Angular, depuis les débuts d'Angular 2, c'est-à-dire il y a 16 versions de ça, 17 du coup, si on compte celle en cours, est passé sur TypeScript. Et pourquoi aujourd'hui même React et Vue sont passés sur TypeScript, enfin une partie de la communauté, et voir quel est l'intérêt. Aujourd'hui, vraiment, pour moi, ce serait pas une aberration, mais un point dommage, dommageable de ne pas profiter en fait de TypeScript. Par contre, ça fait peur pour les développeurs purs JavaScript, puisqu'en fait, TypeScript, on le dit fortement typé. Et c'est vrai que c'est fortement typé au sens par rapport du JavaScript qui n'est pas du tout typé. Mais en vrai, qu'est-ce qu'on va voir là dans cette séance? On va voir qu'en fait, TypeScript, c'est pas si fortement typé que ça. Donc, je vais faire une sorte de tuto accéléré, de formation accélérée, si vous voulez, autour de TypeScript, et de se dire que TypeScript, en fait, c'est pas vraiment ce qu'on pense. Et voilà, donc on verra ça. Bien sûr, je vous invite après à la suite, si vous le souhaitez, à venir me voir en présentiel, comme ça on peut échanger, voir plus d'exemples. L'idée c'est que là on est guidé par aussi le cadre de YouTube Twitch et des vidéos que je dépose. Yes, donc on y va. Donc on va faire une pause sur notre développement. On a vu déjà les premières étapes où on peut communiquer entre parents et enfants, et c'est super chouette. On verra toute la partie HTTP client par la suite si on a le temps aujourd'hui, sinon ce sera la prochaine session. Qu'est-ce qu'on va voir là? Eh bien, on va aller voir TypeScript. Alors, tout d'abord, le premier point, c'est voir tsconfig. Donc ici, on sait grâce à tsconfig qu'on est sur TypeScript. Ah bon? Faut le savoir déjà. Donc ce que je vous propose en fait sur cette partie-là, c'est qu'on va rajouter un projet dédié dans les fondamentaux ici, fondamentaux, dir, voilà, c'est bon. On va faire un mkdir ici qu'on va rajouter, qui va s'appeler donc du coup découverte TypeScript, découverte TS. Et dedans, en fait, on va aller ensemble travailler sur qu'est-ce que TypeScript. Donc on va aller installer. Tu préfères Twitch, Blender Future? Ok. Mais en fait, c'est le même, je crois. J'imagine que c'est toi-même, Ravi. C'est cool. C'est cool si tu préfères l'un ou l'autre. Au moins, tu as le choix, grâce à ça. Je sais pas quel est le résultat, en fait. Qu'est-ce qui est le plus agréable à regarder. En tout cas, c'est cool. Donc, de toute façon, il y aura le replay sur... Yes. Il y aura le replay. Il y aura le replay, de toute façon, je le redéposerai sur YouTube dans les chaînes sur la partie formation Angular 18. Ok, donc qu'est-ce que TypeScript? Tout d'abord, on va les créer ici dans notre découverte TypeScript. On va les découvrir, vous voyez bien, ouais, c'est bon. npm i, donc ici, i c'est pour installer, mais init,
vous savez, c'est pour créer un projet, en fait, un dossier qui va devenir un package JavaScript du côté NPM. Donc on va pouvoir le publier sur NPM.js par exemple. Ben, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser le -y pour éviter de nous générer en fait des questions en fait. Quel est le nom du projet, ça on s'en fout en fait. Hein. Ici surtout à cette étape-là de l'apprentissage. Alors qu'est-ce que ça nous fait? Ben, regardez dans découverte TS, on va voir le package JSON. Voilà, exactement, ça nous génère ça. Ça nous aurait demandé le name, la version, blablabla. Bla, bla. Nous on va pas le publier, on va juste comprendre et utiliser ce package JSON comme quoi? Comme en fait un référenceur de tout ce qui va être dépendance. Donc ici on va faire un npm-i cette fois-ci installe TypeScript. Ok, et on va l'installer en fait, installer ça veut dire récupérer, hein, si vous ne connaissez pas npm, on va l'installer dans les dev dependencies. Vous avez vu que j'ai utilisé le -d, hein, si vous connaissez, j'ai utilisé le -d. C'est quoi le -d? C'est installé dans les dev dependencies. Il y a les dependencies et les dev dependencies. Ça n'a pas vraiment de très grande importance à cette étape-là, par contre ça a une importance déjà de communication. Tout ce qui est dev dependencies me sert à construire mes dépendances, construire ce que je vais publier en prod. Ce n'est pas nécessaire quand je vais avoir la prod. Hein, c'est exactement comme une DLL finale du côté .NET si vous connaissez. Donc ça va être ce point-là en fait où TypeScript nous sert à générer quoi? Du JavaScript. Et oui, je le répéterai je crois N fois. On est déjà rendu à la 5.5 hein, en TypeScript, c'est impressionnant à quel point ça avance. Ok, donc ici, maintenant qu'on l'a installé, ça y est, eh bien, qu'est-ce qu'on va aller faire? Ce qui serait bien, en fait, c'est de profiter de TypeScript, ce qu'il a à l'intérieur. En fait, TypeScript, c'est un langage, hein, c'est un langage, un package, et ce n'est pas un compilateur, hein, ni un transpiler en lui-même. C'est TSC, TypeScript Compilator, en fait, hein, qui nous permet de générer le JavaScript. C'est le but. Hein. Donc, je vais vous faire un schéma là-dessus. Ce schéma, c'est celui-ci. On va se mettre sur Hexalidro. On va faire un Hexalidro de nouveau. Excalidro, hein, si on veut vraiment être précis. Et donc, on est à cette étape-là. On est bien du côté serveur, hein, quel qu'en soit. On est bien du côté serveur. Oula, c'est un peu du côté serveur. On va essayer de redresser un peu la barre. Voilà. Et ici, on va mettre du côté client. Voilà. Ce côté client, c'est quoi? C'est un point qui va être intéressant de se dire que là, c'est la partie navigator. Le navigateur qui va aller requêter, quoi? On va aller voir. Donc là, c'est vraiment notre navigateur, notre browser, qui va aller demander la requête HTTP. Ouais, mais il nous faut du JS pour ça. Donc là, on est en TypeScript, hein, on est en TS. Je vais changer, je vais mettre en orange, même en bleu. Et c'est en TS, donc en .ts. Et le but à la fin, c'est qu'on ait quoi? À la fin, on veut récupérer du JavaScript final qu'on appelle un JS bundle. C'est-à-dire qu'il a été minifié, il a été optimisé pour être le plus petit possible et en gros éviter tout ce qui est code mort, par exemple, qu'on appelle la capacité à faire du tree shaking, du secouage d'arbres, d'accord? Tree shaking. Cette idée, donc on va en parler. Ça, c'est la première stratégie. C'est-à-dire, je vais utiliser un langage qui me génère, en fait, qui me transpile dans un autre langage. C'est ce qu'on appelle la transpilation, hein, ici. La transpilation. Et pour ça, on va utiliser .TSC. On va pas utiliser .TSC, mais TSC, c'est le moteur. Mais en fait, il y a d'autres stratégies par rapport à ça. Eh, salut Pierre! Ça va? On va utiliser une autre stratégie car il existe, c'est la stratégie qui, vous connaissez peut-être, c'est faire du JS. Quoi? Du JS pour faire du JS? Oui. Parce qu'en fait, il y a des fans de JS inconsidérés qui se diraient bon, en fait, moi, j'ai pas envie de faire du TypeScript. Je vais faire du JS, mais du JS Next. J'aime trop JS, je veux profiter de toutes les dernières versions. Par exemple, ES 2024 qui est apparu, ES 2023 qui est apparu aussi l'année dernière, qui profite par exemple du groupe buy, hein, des trucs comme ça. Allez voir hein, dans les toutes dernières versions. Voilà, j'ai envie d'en profiter. Et qu'est-ce que je vais utiliser pour générer du JS par rapport à ce qui m'intéresse dans mon navigateur? Eh bien moi, je vais utiliser en fait un autre outil qui s'appelle, vous l'avez, Babel.js. Ouais, Babel.js. Ça fait la même chose, ça génère du JS. Alors en fait, ça génère pas du JS bundle. En fait, je raconte des conneries. Je fais exprès, hein, je raconte des bêtises. Ici, en fait, c'est pas ça que ça va faire. Là, en fait, notre but, c'est d'avoir du JS bundle. Mais nous, en fait, ce JS bundle qui est là, on va pas le générer comme ça. Il va nous falloir une étape à côté qui va aller packager l'ensemble. Alors de base, il existe un packager, il en existe plein des packagers. On va écrire ici packaging. Packaging. Le but, c'est qu'on en ait plusieurs. Et en fait, au début, en fait, on va obtenir quoi? On va utiliser ici, on va obtenir, et on va utiliser après, on va utiliser donc le JS qui est là, c'est du JS que j'appelle du raw, hein, du brut. Ok, c'est du JS raw. Et on va utiliser un moteur, qui est un moteur de packaging, je vous en montrer plusieurs. Il y a plusieurs possibilités par rapport à ça, et Angular est passé de l'un à l'autre. Hein. Voilà, grosso modo. Hein. Le grand connu
C'était Webpack, d'accord. Il y a eu aussi Fusebox, si vous avez connu. Fusebox, beaucoup utilisé dans la partie React. Et il y a eu aujourd'hui la partie donc ESBuild. Et maintenant Vue.js qui utilise ESBuild. Ok. Donc Angular aujourd'hui utilise Vue.js. Donc Fusebox est mort. Paix à son âme. Et RIP, hein, ici. Et ESBuild est utilisé, vite englobe tout ce moteur-là. Et donc Vue.js a été intégré dans le moteur maintenant de compilation, entre guillemets, de génération de notre template et de notre bundle via Angular. D'accord? Ok, ça c'est pour le point culture. Donc vous voyez ici, on va utiliser ce moteur pour aller générer. Et ça c'est important à connaître. Souvent, peu de personnes qui font de Angular le connaissent, c'est important de le connaître. Et donc là, on va voir le bundler, un bundling, qui va arriver, qui va nous générer le bundle. D'accord? C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc quand on dit, ouais, mon composant TypeScript, c'est une erreur. Hein, c'est une erreur. Notre composant TypeScript n'est pas un composant TypeScript. C'est un composant qu'on utilise en TypeScript, mais qui génère du JS. Ça, c'est le point clé. OK? C'est le point clé. On continue. Donc nous, notre navigateur, on va faire une requête HTTP pour récupérer cette partie-là, une fois qu'on a récupéré l'index HTML, et on va aller le récupérer en retour. D'accord? Hein, ça, c'est le rappel par rapport à comment ça fonctionne. Je cache toutes les parties requêtes, tout ce qui se passe dans le bundler, le paramétrage du bundler, blablabla. Bla, bla, bla. Il y a plein de choses. C'est pas important ici. Ce qu'il y a à comprendre, c'est cette étape-là. OK? Ok, donc nous, on est là. Hein, on a choisi TypeScript. Pourquoi on a choisi TypeScript? Car si j'écris ici, là, il y a du typage. Là, il n'y a pas de typage. Ok? Typage, pas typage. Typage, pas typage. Si vous avez un petit clin d'œil, c'est une blague par rapport à Cusco. Donc là, il n'y a pas de typage. Ok? Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment du typage. Pourquoi? On veut contrôler ce qu'on écrit. Adieu les let, ma variable reçoit string, puis après reçoit 1. C'est fini ce temps-là. Adieu le undefined, puis après, je sais même pas si c'est autorisé ce undefined. Non, ce que je veux, c'est compiler, donc vérifier. C'est une sorte de compilation, en fait. C'est plus que de la transpilation. Je veux vérifier mon typage. Je veux vérifier que c'est OK, exactement comme dans un langage du côté .NET, par exemple, du côté Java. Hein, retrouver ce confort. Il y en a dans Python qui disent « Ouais, c'est bien, il n'y a pas de typage, trop bien. » Oui, non, je suis pas d'accord. En VB, c'est bien, transpile automatique. Non, je suis pas d'accord. Déjà, c'est pas opti, hein, premier point. Et deuxième point, en fait, on peut faire pas mal de bêtises. Alors, heureusement, dans Python, non, pas vrai, je connais pas Python, mais VB, en fait, une fois qu'on a la variable, elle reste cette variable-là. Hein, il y a de l'afférence de type. Bon, on s'écarte du chemin, on revient sur le chemin principal. Nous, on va faire du TypeScript et on va générer via TSC notre JS Raw. Ok, on va s'arrêter à cette étape pour cette session-là. Alors, qu'est-ce qu'on a à découvrir? En fait, c'est que dans ce paramétrage, pour que ça fonctionne, il nous faut un fichier qui s'appelle le tsconfig, le tsconfig.json, qui nous permet de paramétrer. Salut! Ça va? Bienvenue! Et donc, on va utiliser le tsconfig. Il n'y a pas pareil en Babel. Hein. Babel.js, on a pareil de la config aussi, c'est des configs.js, du côté Node.js. Ok, donc notre tsconfig, c'est du JSON et il va donner les informations des règles de compilation. Et il y a une première règle qui est peut-être la plus importante de toutes. Je vais la mettre en violet, rose, soit les couleurs. Ici, c'est ce qu'on appelle le target. On retrouvera exactement pareil du côté Babel. Hein. Qu'est-ce que c'est la target? On va aller le voir après. Hein. Qu'est-ce que c'est la target? La target, c'est votre cible de la version d'ECMAScript que vous voulez avoir dans votre bundle. Par exemple, si j'écris en ECMAScript 5, c'est pas pareil qu'écrire en ECMAScript 6 et Next, jusqu'à aujourd'hui. Les classes n'existaient pas en ES5, d'accord? Alors pourquoi je vous pose cette question, quand je vous dis ça? Et pourquoi je vous poserai cette question? Quelle version? Il suffit que votre navigateur vienne par exemple de la banque, vienne d'entreprises où il y a des règles de sécurité drastiques. Et faut pas leur jeter la pierre, c'est hyper important pour eux. Hein, sur la nouvelle version, souvent les vérifications sur les failles de sécurité ne sont pas faites, et en fait c'est après que ça a été fait. Donc, salut! Ah, il y a des deux côtés. Salut! Je sais pas si c'est la même personne, donc bonjour! Salut Mamba, je sais pas. Salut à toi! Et salut Nabil. Et donc, ici en fait, il y a vraiment des règles de sécurité. Donc on peut se retrouver avec 10 ans en arrière. Hein. Je le répète quasiment dans pas mal de vidéos. Si vous n'avez pas regardé les autres vidéos, allez voir hein, et abonnez-vous. Et c'est la blague. Hein. Faites comme vous voulez. Et donc, cette idée, en fait, c'est que moi, il n'y a pas très longtemps encore, j'ai dû tester sur l'ES5. Donc, j'étais sous IE6. Donc, ça calme. Hein.
Et donc, bah, clairement, ES7, ES8, ES9, ES10, bonjour, ça n'existait pas. En gros, ES 2023, 2024, etc., ça n'existait pas. Et ce n'est pas reconnu par ces navigateurs. De plus, il suffit que bah, l'utilisateur n'a pas mis à jour, même sur un Chrome, la dernière version, parce que c'est craqué, par exemple, ou des choses comme ça. Sur un Windows, il n'ose pas mettre à jour. Eh bien, pareil, il peut avoir pas le support de la dernière version. C'est pour ça qu'il y en a qui font du Babel. Ils vont développer en JS Next, et pareil, ils vont choisir la target d'aujourd'hui. Bah non, il y a 5 ans, il y a 4 ans, etc. Donc il y a un système qui va transpiler aussi dans la bonne version. L'idée, c'est d'avoir un anneau unique hein, qui, comme dans Sauron avec Seigneur des Anneaux, c'est pouvoir les gouverner tous. Être sûr qu'il n'y a qu'un seul. Donc on va chercher la version la plus commune. Donc un petit tips, demandez si vous avez la possibilité, au moment de développement d'une application Angular ou React ou Vue.js, quel est le panel hein, des navigateurs si vous avez la possibilité. En entreprise, c'est plus facile que quand on fait du B2C, c'est-à-dire vers les clients finaux. Hein. B2C, c'est comme consommateur. B2B, vers le business to business. C'est plus facile en B2B. Parce qu'on a des cadres, normalement, sur la sécurité. Ok, ça va? Donc, le target est le point clé. Ok, maintenant qu'on a cette partie théorique, hein, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir sur notre partie pratique. Et donc, TypeScript est ici. Ce que j'aimerais, en fait, c'est générer mon tsconfig. Alors, comment je vais faire? Je vais faire ici, test. Oh non, pas test, Toto. Je vais faire exprès, hein. C'est pas bien de mettre Toto. C'est juste pour vous montrer. C'est surtout pas bien. Hein. Pas reproduire à la maison, s'il vous plaît. Sous peine de mort. Non, je rigole, bien sûr. Ce qui est intéressant à connaître ici, c'est quoi? Quand j'installe mon TypeScript, quand je le récupère, TypeScript, donc, du coup, il va nous générer ce qu'on appelle une CLI, c'est-à-dire une command line interface. Elle permet d'aller faire tsc, --init pour générer notre tsconfig. tsc, tsc, hein, pour, par exemple, compiler tout un dossier. Eh bien, comment ça se passe? Comment ça peut fonctionner ce TSC? Je ne l'ai pas installé en global, hein, regardez. TSC n'existe pas. Je ne l'ai pas en global. Ce n'est pas une CLI globale comme NG par exemple, comme .NET ou autre. Eh bien, dans notre module, il faut le savoir, hein, si vous ne connaissez pas, c'est dans .bin, vous avez votre TSC, regardez, il est là. Donc tout ce que vous allez écrire après les deux points, en fait, quand vous allez exécuter cette commande npm run toto, ça va exécuter le TSC qui est présent dans votre bin. Ok, c'est super intéressant à connaître ça. En fait, ce que fait npm, quand vous faites npm run toto, il va chercher ce qui est après le deux points, il se dit, tiens, c'est peut-être une commande que je connais. Il va vérifier d'abord dans le point bin si elle est présente, si elle n'est pas présente, il va le chercher dans le path. Et oui, et si c'est pas présent, ça plante. Ok, c'est cette idée-là. Donc c'est ce qu'on va faire. npm run toto, regardez bien. Et là, j'ai toutes les lignes de commande, de blablabla, de vivre toutes les commandes qu'on peut faire avec TSC. Voilà, il y a toutes les possibilités. Super. Donc ça, c'est cool, hein. Je trouve que c'est sympa à savoir. Même en formation avancée, je le montre ça. Peu de devs le connaissent en formation avancée. C'est pas leur jeter la pierre non plus. Hein. Quand on est sur un projet, on pense pas à tout. C'est normal. La norme, c'est quoi? C'est de mettre le même nom en alias qu'en commande. Hein, ce que vous trouvez exactement dans Angular. Hein, je remonte. On retrouve exactement dans Angular. Si vous regardez sur votre package, vous avez la même chose. ng. Ce qui veut dire que là, la ng est en local. Et oui, dans le point bin. Ok? Yes, ça c'est cool. Très bien, donc à partir de là, on va pouvoir générer, c'est génial, on va pouvoir générer notre TSC config. C'est quoi TSC? TSC, c'est le TypeScript Compilator. En fait, tu vois, c'est une ligne de commande que tu trouves ici, là, dans ton point bin. Ce TSC va te permettre, regarde, d'aller générer tes points TS vers le point JS. D'accord? C'est le but. Ça va aller compiler, donc vérifier ton typage, et générer, transpiler du langage TypeScript en JavaScript. Ok? C'est ça le TSC. Merci pour le gem, c'est cool, je sais pas qui l'a fait, mais merci beaucoup. Ok, ça va nous servir à ça, c'est sa thèse. Yes. Donc nous, ce qu'on va faire, toi, regarde, c'est cette commande. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher dans le bin, le TSC. Et dans le bin de TypeScript. Ok? Voilà, donc en fait, c'est Node, hein. C'est Node.js qui le lance. Yes. Donc à partir de là, regardez, on va pouvoir faire npm run. Tout ce qui est npm run va appeler le point bin. TSC, on va faire --. C'est pour passer une ligne, des arguments. Vous savez, les arguments dans une ligne de commande, hein, n'importe lesquels qu'on peut passer, comme dans Chrome ou autre, hein, quand on les lance en ligne de commande, ou .NET --list SDK par exemple. C'est des arguments qu'on passe à notre ligne de commande. Et bien là, je suis en train de passer des arguments à npm run. D'accord? Ça peut être A, hein, ça peut être A, reçoit bleu, comme ça. Donc je passe A. Ça sert à rien ici, hein, c'est pas interprété. Moi, ce que je veux, c'est passer un argument à npm run, et cet argument, c'est un argument de TSC. Vous voyez, hein, c'est une boîte dans une boîte. Donc là, ça, c'est l'argument que je vais passer à TSC. D'accord? Donc je passe l'argument ici, le premier --, et je passe l'argument qui s'appelle init. C'est un peu, j'ouvre une boîte,
je passe par une porte d'entrée et je lui passe un argument pour TSC. D'accord? Et donc grâce à ça, on le fait qu'une fois. Hein. Je vais le mettre où? DTC ça marche. Non, ici c'est plutôt DTP dans ton package. Et je vais le mettre, regardez, ici, je vais avoir mon TS config. Et voilà, vous savez comment générer ça. C'est cool, non? Vous regarderez le replay hein, si je suis allé un peu vite. C'est comme un tuto live. Hein. Pratique. Alors, je vous disais, le point important, c'est que on va regarder le target. Le target, donc c'est la version. J'étais sous IE6. Eh ouais, le Marsu. Salut Marsu. T'as vu de vieux souvenirs toi aussi? Ouais, c'est clair. Hein. Ça fait mal. Merci Marsu de passer, c'est cool. Ouais, ça fait mal. Hein. C'est clair et net. Moi aussi. Je me souviens de Robcar. Punaise. Bon, on ne travaillait pas ensemble. Hein. J'avais déjà quitté la boîte où on était ensemble. Euh, du coup, pareil, grosse douleur. Régie de la caisse d'épargne aussi, si tu te souviens. Yes. Donc, ES 2016, par exemple, on pourrait dire ES, par exemple, 5. Hein. On est fou, ES 5. Je vais vous montrer la différence pour les personnes qui n'ont pas vu. Ah, c'est vraiment centré sur les fondamentaux de TypeScript. Oui, je suis sur Twitch aussi. Le double live. Quelqu'un m'avait demandé, je dis, allez hop, on y va. J'utilise un petit plugin OBS qui le fait directement. Un peu moins pratique sur OBS, hein. Mais ma foi, ça fonctionne bien là. Ouais, on est en quasiment le même en plus Mbps, donc c'est pas mal. Yes, donc tu choisis. À toi de voir. Merci pour les j'aime, c'est cool. Merci beaucoup. Yes, donc là, ici, je vais vous montrer. Donc à partir du tsconfig, dès qu'on a un Twitch ou, tu regardes via Twitch normalement, non? Oh là, voilà, te voilà là. Alors Twitch ou, j'ai envie de répondre DTC, mais je me permettrai pas, c'est mal poli, mais bon. À vous de voir sur Twitch ou l'autre, hein, c'est à vous de choisir. Peut-être que vous verrez mieux, je sais pas. Ah, YouTube. Ah, d'accord, j'avais pas compris. Et YouTube, voilà, merci Nabil, c'est ça, sur YouTube. Je diffuse sur les deux. Je vais essayer de voir après si je peux pas broadcast sur Facebook aussi, en Facebook Live. Je verrai. Et sur LinkedIn, je vais voir. Allez, t'es sur les deux. Oh, j'espère qu'il n'y a pas trop de décalage. Ça va peut-être te faire une stéréo multiple. Toi de voir. Ok. S'il n'y a pas trop de décalage, j'imagine ça passe, sinon ça va peut-être pas être agréable. Allez. Donc on va aller voir ça si vous connaissez pas. On est vraiment sur les fondamentaux, hein, je rappelle. Ok, donc maintenant qu'on a notre tsconfig, il suffit de lancer npm run tsc. TSC en fait va aller chercher tous les points TS, s'il n'y a aucun paramétrage, de votre dossier. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, couper le son. Clair. Donc comment on va faire ici? On va aller rajouter un fichier TypeScript. Donc je vais montrer rapidement, je vais rajouter un fichier qu'on appelle donc main.ts, hein, qu'on retrouve donc dans... Eh oui, dans Angular, hein, je vais pas aller trop loin. Et donc là, on va créer une classe. Ok, on va créer une classe qu'on va appeler, du coup, on était sur toute la partie film, donc on va créer movie. C'était ça, c'était game, vidéo game. Voilà. On va faire un title. Et on va faire test, qu'est-ce qu'on peut mettre comme vidéo game? J'avais dit Abe. Voilà. On va juste faire ça. Et on va les générer. On va les générer ça. Regardez, npm run tsc. C'est bien de le connaître hein, quand on fait d'Angular. npm run tsc. Je vous ai dit, le but, hein, c'est de générer du JS. Regardez. Voilà, si vous n'avez jamais vu ça, ça génère du JS. Alors là, on est en version ES5. Hein, donc ça fait un bon paquet en ES5. Hein, c'est avant ES6. ES6, c'est ES 2015. Donc, parce qu'avant, il y avait deux versions de nommage. Il y avait soit le chiffre, soit l'année. Maintenant, ils ont gardé que l'année, même s'il y en a encore certains, sur certains blogs, ils parlent des versions, ils veulent garder vraiment que l'année. Maintenant, c'est plus simple. On sait l'année de version, on se prend pas la tête. Parce qu'il y avait une année de décalage. Hein. Donc, ES6, c'était en 2015, vous voyez. Le 15, c'est le 5, 6, donc on pouvait vite se confondre. Mais c'était en 2015, quoi. Donc, vous voyez, ça fait un petit moment. Le Covid, on n'en parlait même pas. Voilà, c'était une autre ère. Ok, regardez, ça ne génère pas de classe, vous avez vu? C'est-à-dire que quand j'écris ma classe ici, ma classe, eh bien, du point de vue JSES5, ça ne génère pas une classe et était capable de transpiler dans une version donnée. Et imaginez que votre navigateur ne peut supporter que ES5, eh bien voilà, vous avez la possibilité de réfléchir par rapport à ça. D'accord? Donc c'est un point vraiment à aller demander dans le panel des utilisateurs qui utilisent. Si vous avez moyen, faites-le, vraiment demandez aux product owners, à chef direction, blabla, tous ceux qui ont cette responsabilité-là. Comme ça vous dédouane aussi, hein, de mon point de vue. Et vous, vous avez juste à faire un petit changement, hein, ça se fait vite. Ok? Il y a même possibilité de le changer en live, etc.
Ok, donc voilà. Maintenant, je vais remettre en version, allez, admettons, on est sur, je sais pas, moi, on va se mettre sur une version juste ES6 pour voir. Allez, ES7, qui était juste après ES 2016, là, 2016. On va aller voir ce que ça donne. Regardez, il y a eu l'apparition des classes, de la sync await, etc. Regardez ce qui est passé. Et regardez mon main.js. Eh bien là, hey, ça ressemble vachement hein, entre les deux, hein, vous avez vu? Ça ressemble vachement. On a très peu de choses qui diffèrent, faire. À part le fait que, regardez, il y a le constructeur et on fait this title à l'intérieur. Normalement, c'est du JavaScript. D'accord? Vous voyez l'idée hein, c'est vraiment ça. Ça, c'est ce que j'appelle le raw JavaScript. Hein. Le JavaScript qui n'est pas le brut, hein, c'est-à-dire le brut de pomme. Et après, on va aller le bundler. Ok? Ça, c'est le premier point à connaître. Yes, c'est cool, non? Voilà, première étape à connaître, c'est à chaque fois que vous faites du Angular, c'est ce que vous faites. Deuxième point à connaître là-dessus. Donc, on a fini cette première étape. Il nous reste une petite demi-heure. Deuxième point à connaître, c'est quoi? Il y a plein de paramétrages ici que vous verrez. Un des paramétrages que je conseille toujours, moi, quand on fait du tree shaking, c'est-à-dire aller s'assurer qu'il n'y ait pas de code mort, c'est que vous allez faire ici un files. Et ici, vous allez mettre les fichiers qui vous intéressent. Par exemple, vous allez faire src main.main.ts. D'accord? C'est-à-dire, en gros, il va compiler qu'à partir de ce fichier-là. Il ne va pas tout compiler le dossier. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus propre parce qu'il va partir de ça et il va faire un système de recherche en étoile, en poupée russe, en fait. Hein, mais vraiment en étoile, toutes les imports. Donc ça veut dire qu'ici, dans mon dossier, je vais mettre un src. Et puis ici, je vais rajouter mon main.ts dedans. Deuxième point, alors ça, c'est vraiment si vous faites sans Angular. Vous allez ici, dans la partie output, hein, ici, dans l'autre dir, vous pouvez générer dans le... Bah tiens, on va faire exactement comme Angular. Dist, d'accord? Et ça, on va les recompiler. Vous avez vu un petit peu de paramétrage, hein. Et regardez, là, il a pris bien le src, il a rajouté un dossier dist, c'est quand même plus propre. D'accord? Donc c'est comme ça qu'Angular fonctionne de base. Bon, après, il y a d'autres paramétrages. Autre point à connaître, qui est important maintenant qu'on connaît ça. Ça va, ouais, cette étape-là, hein, elle est importante à comprendre. Donc, à chaque fois que vous faites du Angular, c'est ce que vous générez, et ce n'est que du JavaScript. Donc, tout le monde qui dit mon composant TypeScript, tout le monde l'utilise, moi y compris, c'est un abus de langage. C'est comme parler d'une voile pour un bateau. Hein. Je ne sais plus ce que c'est comme nom du côté français, hein, cette figure de style. À vrai dire, j'en ai un... Bon, c'est intéressant à connaître, mais je ne me rappellerai pas. Si vous me le dites, je dis ah oui, puis au revoir. Ce qui est important à connaître simplement, c'est que on se trompe en le disant. D'accord? C'est juste un moyen de raccourcir ce qu'on fait. En vrai, c'est du composant JavaScript. Et c'est important à connaître. C'est important parce qu'on va passer tout le temps par du JS. Par contre, vous allez voir, tout ce qui est écrit en TypeScript, c'est une façon de penser. En fait, on code en contrôlant tout ce qu'on va écrire. Tout ce qui va être dans nos méthodes, tout ce qui va être dans nos types, vont contrôler tout ce qu'on écrit. Donc on n'aura jamais un JavaScript qui sera, si on l'utilise à partir de ce qui est généré en TypeScript, problématique par rapport au typage. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Dist, normalement, c'est tout ce qui est distribué. Hein. Donc, c'est tout ce qui va être normalement livré. Alors, à cette étape-là, normalement, toi, regarde, quand tu regardes mon schéma, ce n'est pas vraiment le cas. Le dist, à cette étape-là, c'est le JS Raw. Et après, il y a une transformation qui va faire le JS Bundle. Mais, quand tu es dans Angular, en fait, il utilise un dossier temporaire. On va aller le voir ensemble. Dans Angular, puisqu'on est comme en formation, en apprentissage Angular, regarde, tu vas aller dans le tsconfig ici, il est présent aussi, hein, et regarde, lui ne le publie pas dans dist, puisque en effet, c'est par rapport à ce qui est publié pas par l'hébergeur web, hein, mais par ton navigateur, d'accord? C'est pas ton hébergeur web, c'est ton navigateur. C'est-à-dire tous les utilisateurs qui vont aller récupérer ton application Angular. Je parle bien quand on est dans Angular. Hein. Du côté Node.js, c'est une autre histoire. Ok? Si tu es de Node.js, oui, c'est ça. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Lu par l'hébergeur web, oui. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est déposé par l'hébergeur web. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux aller publier sur Internet, tu vas le publier pour être accessible partout. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas le déposer, par exemple, sur Firebase. Tu vas le déposer sur ton serveur n'importe lequel. Apache, Nginx, etc. Donc oui, si c'est dans ce sens-là que tu parles, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait, c'est ça. Mais c'est bien ton navigateur après qui va le lire. Mais il va bien le requêter par rapport à ton serveur web. Donc vous voyez là ici, TypeScript, lui, dans Angular, ce qui a été paramétré dans TypeScript, c'est quoi dans le tsconfig? C'est que le raw se publie dans out.tsc, d'accord? Et après, une fois que c'est compilé finalement, de manière finale, on a un tsconfig qui est spécifique par application, quand on est en workspace. Hein. Alors ça, c'est pas un bon workspace, je vais vous montrer le vrai workspace. J'en ai tout ça. Hop, regardez. Ici, si je vais sur mon tsconfig, regardez, on en a un spécifique, et il le publie dans out.tsc app, d'accord? Ça, c'est le raw. C'est vraiment le brut. Hein.
le brut. Donc il s'inspire exactement comme ce que j'ai fait. Et il dit je publie tout ce qui est en plus les points D.TS. On en parlera plus tard de ça. D'accord? Donc, et en effet, dans le AngularJSON, vous vous souvenez, c'est pour la CLI NG. NG va aller utiliser AngularJSON pour générer. Et regardez ici, vous allez avoir, à un moment donné, on va le chercher ensemble, on va le chercher, regardez, dès que vous le trouvez, vous le dites, attention, attention, le premier qui le dit, le premier, ah, ben ça y est, vous étiez, non, j'étais plus rapide. C'est le output, vous le voyez ici? Donc voilà. Là, c'est le dist final qui est utilisé là. C'est bien ça, d'accord? Là, on est dans Angular. Donc, il a bien une étape de raw, une étape brute, et après, il va avoir une étape raw qui a été surchargée spécifique pour l'application, spécifique pour vos librairies, etc. Et après, il va générer tout ça dans l'output path, en effet. D'accord? En utilisant là toute la partie VJS. Ok? Voilà, on revient à nos moutons, mais ici dans main.js. Donc, on a cette étape-là. Le deuxième point, c'est quoi? En fait, on va pas tout écrire dans le main. Hein. On va utiliser donc cette étape qu'on va retrouver dans Angular partout. C'est quoi? On va plutôt créer des fichiers. Hein, on va créer des fichiers. Là, je vais le mettre au même niveau. On va créer, par exemple, du coup, ce vidéo game. Vidéo game. Donc là, vidéo game. J'utilise donc ce qu'on appelle le kebab case. Hein. Notre cher ami kebab case. Et là, en fait, ce que je veux, c'est commencer à segmenter. On appelle ça des ECMAScript modules. ES modules. OK? Ces ECMAScript modules sont en train de remplacer petit à petit les nodes modules. Bientôt, Node module, en tout cas Node.js et NPM, c'est pas prêt de disparaître, mais il y a Dino, hein, D-E-N-O, qui est le petit frère de Node.js, Dino Node, hein, par Ryan Dahl, hein, celui qui a créé Node.js, et NPM du coup, qui a en fait utilisé maintenant, passer que sur ça. Vous pourrez aller voir si vous voulez. C'est une quête annexe à cet apprentissage qu'on est en train de faire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il utilise tout ce système-là. C'est quoi? C'est présent en fait dans les dernières versions de JavaScript. En fait, ici, il suffit de faire export. Export, c'est quoi? C'est comme un public classe du côté C#. En gros, une fois que vous avez fait votre référence, c'est un peu plus loin que ça d'ailleurs, votre référence de votre classe et de votre DLL, du côté .NET, eh bien, vous allez pouvoir l'utiliser dans un autre fichier. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que chaque fichier devient une sorte de librairie, de package à lui-même. À l'intérieur de ce fichier, c'est isolé. On a une sorte de protection de contexte. Hein. On peut quasiment appeler ça une assembly. Quasiment, attention, c'est pas les bons termes. Hein. On est en JavaScript. Mais c'est un peu cette idée-là du côté .NET qu'on peut trouver. Il faudrait voir comme si on faisait un petit projet là, dédié à ce fichier-là. Et chaque fichier peut décider si oui ou non on rend accessible notre classe de l'extérieur. Ça veut dire quoi? Si ici je fais ici vidéo game et que je vais essayer de l'appeler, regardez ici const vidéo game, et je refais ici new vidéo game, je la trouve pas, il la trouve pas en plus. Bon, on va pas faire confiance à notre ami VS Code, hein, c'est VS Code. Mais par contre, si je lance ma compilation, regardez, il va me dire quoi? Écoute, je le connais pas, vidéo game. Pourquoi déclare un vidéo frame? Vidéo game, je le connais pas, hein, et il me propose voilà, des choses, donc il me dit je la connais pas. Et en fait, j'ai aucun moyen, je peux pas, elle est pas accessible en fait. Donc je vais la rendre exportable. Tout ce qui est exportable, hein, on le trouve dans Angular, on va le voir juste après, tout le temps. Tout ce qui est exportable peut être utilisable de l'autre côté. Hey, salut, Mister C, c'est cool. Bienvenue dans cette session. Dès que je fais export, je vais donc pouvoir l'utiliser. Comment? Contrôle point virgule. Alors, il veut pas, souvent, c'est notre ami VS Code au début. On va faire un import. Tout ce qui est export est importable. C'est comme un using, là, using référence, hein, du côté .NET. Et là, je vais prendre mon vidéo game. Et je vais faire from. Et je vais indiquer d'où il va aller chercher. Regardez. Je vais chercher dans un fichier qui est sur la même racine, hein, du côté directory. À partir de là, il connaît. Et donc, c'est comme s'il faisait un import. Et donc, du coup, il peut compiler ce main.ts. OK? On y va. On relance. npm run tsc. Et là, tout va bien. Ce qui est un peu chiant avec TSC, c'est que vous voyez, il ne met pas de vert quand ça fonctionne. Moi, je trouve ça un peu dommage. Mais c'est comme ça. De base, j'entends. Et regardez, il m'a bien généré mon main.js et mon main.ts. OK? Et là, on voit qu'il y a des dépendances avec ce qu'on appelle des ECMAScript modules. Bref, ça, je ne vais pas en parler du tout. On en parle dans la session, vraiment dans l'apprentissage vraiment de TypeScript. J'en parle pas ici. On a du require qui est du Node.js. On laisse tomber ça sur cette partie. Mais on voit bien qu'il génère une dépendance entre notre video game et notre module qui est présent. Pas module Angular, hein, notre package, si vous voulez, du fichier video game. OK? Donc, c'est vraiment ce lien-là qu'on arrive à construire. Et ça, c'est super pratique. Ça va nous permettre de faire des liens entre eux.
un point qui est à noter. Si je supprime ici ces deux fichiers, je vais supprimer ces fichiers. Je vais enlever mon VG ici. Ah donc je vais mettre vidéo game après, hein. C'est pas bon de mettre VG. Mais il faut écrire vidéo game. Vous voyez qu'ici, il est en opacité un peu plus faible, notre import. Oui, en fait, il est en opacité un peu plus faible, car... Merci pour les pouces encore, c'est cool. Parce que, en fait, il n'est jamais utilisé. Cependant, regardez quand je compile. Vous avez vu, j'ai supprimé mon dist. Hein, quand je compile. Et ça, c'est le point hyper important à noter. Regardez, il a généré les deux. Malgré tout. En fait, TSC se base sur l'import de base. OK? Donc, on est en train... Alors que ici, je n'appelle pas en vrai mon video game. Je l'ai mis en commentaire. Je ne devrais pas le générer. Je ne devrais pas le générer en JS. Ça sert à rien. Ça va augmenter la taille de mon fichier principal que je vais l'envoyer du côté navigateur, que je vais déposer du côté hébergeur web. Et donc, si je veux réduire la taille de mon bundle, je vais faire du tree shaking. Je vais secouer en gros toutes les branches mortes. Et le premier point, c'est d'éliminer toutes les branches mortes. Grâce au main TS. Vous savez, cette config que j'ai faite ici, le files, il va être capable en fait de chercher tout ce qui est en lien à partir de main TS et tous les imports. Mais c'est grâce à ça. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut enlever tous les imports qui ne sont jamais utilisés. Ok? Sinon, il génère le JS alors qu'on ne l'utilise jamais. D'accord? C'est un point à connaître et à comprendre. Ça va sur ça? Voilà, on a fait les b.a.-ba de TypeScript sans toute la partie Angular. Puis après, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va aller un peu plus loin, directement dans Angular. Ok? Ah si, je vais vous montrer un dernier point qui est sympa. Pour ceux qui viennent du monde d'Angular même d'avant, vous reconnaîtrez cette partie-là. Imaginez que vous voulez faire un constructeur et vous voulez rajouter une variable supplémentaire. Donc là, on va avoir notre title qui va être de type string. Et on a envie de rajouter une variable que j'ai pas du tout envie de rajouter en tant que champ. Je peux faire une pierre 3 coups dans TypeScript. Regardez, c'est bien du TypeScript, pas du JavaScript. Je peux dire, écoute, j'ai envie de créer une variable qui est privée, non accessible, qui va en même temps être setée dans mon constructeur. Je mets private, c'est assez hallucinant en TypeScript de faire ça. J'ai ce qu'on appelle les constructeurs par défaut en .NET. Et bien ici, je vais créer une variable tout en la settant directement au constructeur. Par exemple, je vais rajouter video game, je vais rajouter, je sais pas moi, la version du jeu, de type string. Et bien en faisant ça, qu'est-ce que je fais? C'est exactement comme si... tu vas arrêter, oui. C'est comme si j'avais déclaré ma variable en local ici, donc en attribut, et que je l'avais setée dans mon constructeur. En fait, je peux le faire en une pierre 2 coups, donc 3 coups. Ok? Ça, c'est super pratique. Un point que je répète toujours en TypeScript pour finir sur cette étape-là, et après on va retourner sur Angular, c'est quoi? C'est que TypeScript est naturiste. Pardon de dire ça, mais je trouve que ça marque bien le coup. TypeScript est naturiste, c'est-à-dire qu'il aime montrer tous ses attributs. Tout est public. Super blague. Hein? Alors que par exemple, .NET, le C#, tout est pudique. Et j'aime cacher mes attributs. Ok? Personnellement, moi je pense comme ça. Mais le JavaScript de base, avant l'apparition du dièse, voilà deux versions officielles, eh bien, tout était public. Oui, il y aura une rediff sur YouTube. Tu iras dans la playlist dédiée pour la formation Angular. Tout sera dedans. Ok? Et tu as la partie aussi diffusion directe. Hein. Mais tu le mets, du coup, tu vas chercher la playlist dédiée. Tu vas sur la chaîne. Ok? Et puis très bientôt, on va faire une formation Udemy Angular. Je vais la faire là d'ici les mois de vacances. Elle sera publiée pour la rentrée, je dirais à peu près le mois d'octobre-novembre, par là. Donc j'aurai Angular 19 comme ça en même temps. Ouais, bonne journée. Merci d'être passé. Ciao. Voilà, c'est les points à connaître. Et après, on va aller travailler sur la suite. Ok, on a fini sur les fondamentaux TypeScript. Il y a toute la formation que je propose déjà sur YouTube. Ok. Et donc là, on va passer nos paramètres. Hein. Coucou, donc mon titre Abe, comme je disais. Et la version, c'est la version 2. Voilà. On aurait pu mettre un number d'ailleurs. Voilà sur ça. Donc on va revenir maintenant sur Angular. Et en fait, Angular est passé, donc comme je disais, est basé sur le même principe. Allons voir notre app component. Regardez. Maintenant, on comprend mieux le export. Hein, on comprend mieux ce export. C'est-à-dire que ce app component est une classe qui peut être utilisée en dehors de mon fichier. Si je n'avais pas mis export, c'était une classe qui était interne, internale à ce fichier-là. Je fais un lien avec .NET si vous connaissez. Ok, ça veut dire que dans mon main.ts, vu qu'il y a un bootstrap application, maintenant depuis 2 versions, avec la standalone API, eh bien mon app component ici, eh bien via l'import, il va se charger directement. Ok, c'est l'import qui fait que ça va les builder. Et voilà,
Tout se fait comme ça. On comprend mieux, non? Ok, on voit notre title, donc il est public, d'accord? C'est ce que ça veut dire. Et donc du coup, il va être accessible, même si on aurait pu le mettre en protected ici, via notre paramètre global ici, si je veux l'appeler. Et si je fais un title, ok? Et si je fais un title. Donc ça nous permet de rappeler ce qui nous permet d'afficher les valeurs. Ok, si je fais ici un cd, non, cd point point déjà. cd blabli bla. npm start. Voilà, ok? Donc ça va sur le petit tour? Donc c'est un point à connaître quand on travaille sur TypeScript. Ok, donc là, ça y est, ça a généré mon fichier, mon bundle final. Je vais faire entrer. Et je vais récupérer, voilà, ma liste. Alors là, j'ai 3 fois le même, parce que vous vous souvenez, j'avais appelé 3 fois le même composant, pour montrer qu'on peut appeler autant de fois que l'on souhaite, à part le approute, autant de fois que l'on souhaite notre composant qui est enfant de approute, donc de app component. On a bien notre titre qui est ici. Je tiens à rappeler qu'à partir d'Angular 18, si vous avez suivi la vidéo que j'ai faite sur Angular 18, il y a quand même une super nouveauté de malade de malade. Hein, ouais, il y en a qui ont suivi un peu? Non? Allez, quand même. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire à part Provide Zone Change Detection à Coalescing, ici? Où là, on va aller merger les bubble events. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous l'avez vu, non? Allez, allez. Qui c'est qui connaît? Qui c'est qui a suivi mes vidéos? Ou qui en a vu d'autres, hein, c'est ok. Ouais, non? Je sais qu'il y a un petit temps de latence. Qu'est-ce qu'il y a à la place de Provide Zone Change Detection? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Allez, allez, allez. Le premier a une pizza. Non, ça fait venir les devs. Non, vous l'avez pas? Bon, alors, ici, qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous le marquer, peut-être qu'il y a trop de temps de latence, c'est pas grave. Ici, il y a quelque chose qui est important qui est apparu en Angular 18. On parlera de ce que c'est. Il y a le Provide Experimental Zoneless Change Detection. Alors, qu'est-ce que c'est ce schmilblick là, ici? C'est vrai que quand on vient du monde Angular, en dehors du monde Angular, on ne comprend pas. Angular s'appuie sur Zone.js pour gérer toute la partie détection des changements. Ok. Si on l'enlève, il n'y a plus de détection de changement. C'est-à-dire qu'il y a un premier pop de génération HTML, puis c'est fini, quels que soient les changements de nos données, de nos champs, title par exemple, etc. En moins de 30 minutes, clin d'œil au Spider-Man, les premiers Spider-Man. Non, je mettrai plus de 30 minutes, donc ce sera gratuite pour toi, mais elle sera froide. Désolé. Sinon, tu commandes et je te rembourse. Ça te va? Donc ici, le zoneless, c'est vraiment qu'on sort de ce système de détection automatique de changement, qui était je dirais la force d'Angular au début, et qui était devenu en gros la plaie d'Angular maintenant. Hein, ça fait quelques versions. Des développeurs ont appris à s'en passer. Moi, en formation avancée, j'apprends à s'en passer, mais on ne connaît pas trop ce qui se passe, et souvent, on ne sait pas que tout ça, ça se passe derrière. Donc en gros, là, on enlève une phase, vraiment une partie importante du moteur, et on va devoir utiliser d'autres outils. Donc ça va me permettre d'introduire quelque chose que j'ai un tout petit peu introduit la dernière fois, et que vous avez pu voir à travers d'autres vidéos. On voit ça depuis Angular 16. Ce sont les... Vous l'avez normalement. Je vous écoute, Ce sont les... Ou je vous lis, hein, ce sera un peu mieux. Les signaux. Ouais, vous l'avez. Ok, cool. Merci Pierre d'être passé. Salut. Bonne journée, bon week-end si tu repasses pas. Bon, ce week-end, je serai pas là. Il y a avec Hermès des enfants, donc je serai pas là. Avec grand plaisir, Pierre. Ciao. Donc ici, on va utiliser les signaux. En zoneless, la zone détecte automatiquement les changements par rapport à certaines règles qui sont données. Sans zone, il n'y a plus ces détections de changement automatiques. Donc c'est-à-dire que le moteur de détection de changement ne sait pas comment réagir en fait. Hein. Il dit je m'abonne sur quoi? Je m'abonne sur quoi pour savoir le changement? Mais en fait, ce moteur automatique qui tourne, on va dire en tâche de fond, ça va être une façon de résumer, là, il va récupérer un signal. En fait, le moteur de détection de changement en zoneless, donc sans zone, il va s'abonner en premier lieu sur les signaux. Le signal va émettre un signal, c'est comme un abonnement en fait, hein, un système d'observation. Et dès que le signal va être seté, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle mise à jour, il va, donc là ici le set, il va déclencher la demande du rafraîchissement, donc détection de changement HTML. D'accord? C'est ça les signaux, ça sert à ça. Donc en prime abord, si vous êtes en zoneless expérimental, ce que je ne vous recommande pas en prod pour l'instant, il y a eu d'ailleurs la 18.1 qui est sortie là, et la 18.2 va sortir, il y a des bugs qui sont arrivés, hein, c'est normal. Donc on l'utilise bien en test, en POC, et pour préparer l'arrivée de la 19, nous avons quand même cette idée de
le signal sert à ça. Donc on va se préparer sur des signaux. Ça fonctionne très bien dans la zone, hein, donc allons-y. On se prépare comme ça. Donc la règle, on peut dire que tous les composants maintenant ont des données qui vont être en signaux. Comme ça, on se prépare à la transition douce. Donc ça veut dire qu'ici, mon signal, mon champ, je ne vais pas utiliser comme ça, mais en signal. Donc c'est parti. On va faire ici donc un signal de... Voilà, hop. Et donc il y a toujours une première émission. Hein. Première émission. Par contre, du côté template, si vous avez déjà vu les vidéos, il ne faut pas utiliser ici une valeur, mais c'est une fonction qu'il faut exécuter. Ça va permettre de s'abonner sur les changements. D'accord ? Voilà, c'était le petit point. Je retravaille tout ça sur les signaux par la suite, mais c'est un point à connaître dans Angular. Ça fait déjà 45 minutes qu'on est ensemble, c'est top. On va se rapprocher doucement de la fin de cette étape, de cette nouvelle étape. Alors, qu'est-ce qu'on va voir à cette étape-là ? On a vu quoi ? On a vu les composants, ce qu'est un composant, le HTML, comment on le génère. On a vu toute la partie, c'est cool, la dépendance entre l'input et l'output. On a vu le TypeScript qui génère du JS. On a parlé de Vue.js, du tsconfig, c'est génial. On a parlé des signaux, qui est très important. De la zoneless, c'est encore mieux. Salut Ignite, c'est cool. Merci de passer. Ouais, t'auras le replay sur YouTube. On est à la 3e étape d'Angular là. Ok, donc clairement, on a vu toutes ces étapes-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller se diriger tout doucement, étape par étape, vers vers une nouvelle étape de Angular. Qu'est-ce qui nous manque comme acteur ? Avant, il y avait les modules. Ok ? Il y avait les modules. Les modules ont disparu, donc j'en parle pas. Il n'y a que les standalone. Et il y a un dernier acteur qui a découvert à cette étape-là qu'on appelle les services. Ok ? Donc tous ceux qui viennent du monde backend connaissent cette notion de service, on appelle ça repo, on appelle ça... Il y a tellement de noms derrière qu'on peut trouver. En gros, c'est une couche qui va être entre nos données et en gros le composant. Moi j'aime dire c'est tout ce qui rend service à notre composant. Et même l'idée c'est que quasiment tout le code va pour moi être à l'intérieur de ce service plutôt qu'à l'intérieur de nos composants pour faire des thin components, à savoir des légers, THIN, des fins composants, des composants fins. Ok ? Tout ça pour essayer de se rapprocher de ce que React essaie de mettre en avant aussi. On appelle ça des composants purs, des fonctions pures. Allez voir ça, j'en parle pas pour l'instant. Bref, donc on va aller voir les services, on va introduire ça ici maintenant, et on va y aller étape par étape. Alors qu'est-ce qu'un service ? C'est une classe. C'est une classe supplémentaire. Donc c'est parti, on va ouvrir un nouveau terminal ici, CTRL-MAJ-U. On va aller donc du coup dans notre real, et on va faire ng-generate service pour notre service. Et là, on est toujours dans ce qu'on appelle une feature module, donc un feature package. On a games. Et ce games, ici, on a component. Vous avez vu ici tous les components. On a les models. Et on va rajouter donc un dossier. Je pense que vous l'avez, services. OK ? Alors, c'est parti. Features, games. Et là, on va faire services. Et on va prendre le premier qui va nous permettre d'aller requêter les données. Et pour l'instant, on va le faire en RxJS, puis après, on ira voir, on parlera de signes. Puisque c'est vraiment ce qui va arriver dans le futur, on ne sait pas trop quand, ça a été annoncé en tout cas cette année. Les composants vont... Non, pardon, quasiment tout Angular va se passer d'RxJS de base. C'est-à-dire que ça va être optional. Donc, ça veut dire qu'a priori, quand on interprète ça, HTTP client, à mon avis, va devenir Signal. Si ça ne vous parle pas à cette étape, c'est normal, vous découvrez. Sachez juste que, pour dire quand on débute, on va se préparer à une transition. Ce que je vous ai montré sur la notion des signaux, après on apprendra à l'utiliser dans la partie HTTP client. Mais de Angular 2 jusqu'à Angular d'aujourd'hui, on peut considérer que RxJS est encore une pierre angulaire, super blague d'Angular, c'est-à-dire une pierre importante de connaissance dans votre édifice d'apprentissage. Vous avez vu, c'est joli, c'est joliment dit. C'est vraiment un point essentiel. Et la plupart des développeurs Angular détestent RxJS. Je comprends pourquoi. Je vous ai entendu. Je vous ai entendu. Et non, je comprends tout à fait pourquoi. Parce que c'est un paradigme de programmation qui est totalement différent. On appelle ça la programmation réactive déclarative. Et cependant, c'est une pierre essentielle à l'apprentissage selon moi. C'est une puissance sans nom. Ça permet de faire des choses extraordinaires. Mais par contre, ça demande un apprentissage supplémentaire qu'Angular. Déjà qu'Angular, il y a l'apprentissage. C'est pour ça qu'ils veulent l'enlever, en tout cas le mettre en optional. Bon, je ne suis pas trop de cet avis, mais chacun vaut. Mais ils ont React aux fesses, donc ils se comparent toujours à React. Je trouve qu'ils ont un peu le syndrome de l'imposteur Angular.
Donc, on y va. Nous, on va travailler sur HTTP client plus service. Alors, pourquoi on va faire un service qui va se connecter, pour revenir sur ce que je vais vous montrer, un service qui va se connecter à HTTP client. En fait, tous les services ne sont pas connectés à HTTP client. Un service rend service à mon composant. Tout le code va être à l'intérieur. Mais par essence, par habitude, on va mettre tout ce qui va être connexion à HTTP client, tout ce qui va être connexion à notre Web API, directement à cet endroit-là. Ok? C'est cette idée-là. Si je refais un schéma sur cette idée-là, eh bien ici, on a notre JS. Là, on va zoomer, hein, on va faire un zoom de tout ça dans notre code. Ok? Et donc, on a notre component ici, notre component. Et donc, on va aller créer, je vais le mettre en triangle, ici en losange. Pas un triangle, n'importe quoi, double triangle. Hello! Salut Marwen. Bienvenue, Do. Ben oui, je suis tellement d'accord avec toi, Marsu. Ça fait très mal à l'arrivée. Ouais, Red, mais quel bonheur. Mais oui! On est d'accord, Marsu. On est tout à fait d'accord. Je suis à 100%. Je plus sois. Je plus sois. Merci d'appuyer mes dires. Mais après, c'est ok, hein, si t'es pas d'accord. Toujours un grand plaisir d'échanger entre devs. Mais en tout cas, on se rejoint là-dessus. Pour ceux qui font du .NET, il existe RX.NET aussi là-dessus, hein, ou UniRX du côté Unity par exemple. Je vais faire des sessions, vous avez vu, j'ai commencé un cycle dédié .NET. Je vais faire des sessions après par la suite en avancée sur la découverte de RX.NET, exactement sur le même principe. Parenthèse fermée. Ok. Donc là, on y va, on va sur donc, notre service. Notre service, en fait, le but de notre service, donc du coup, c'est d'être une couche de conversation, de communication, mais aussi une couche de test. J'insiste bien là-dessus. On n'a pas encore parlé des tests, et je n'ai pas fait encore de tests unitaires. Je m'autoflagelle 10 fois, là, il n'y a pas de problème, j'assume, on est en apprentissage. Mais en fait, le service est le moyen de communication entre notre métier, si on veut, tout ce qui va se passer du côté vers le back-end et les components. Et en soi, en fait, le component ne devrait avoir qu'une communication simple entre un service et lui et ce service-là, c'est tout. On en reviendra plus tard. Hein. Mais c'est cette idée-là. Donc, c'est son moyen de discussion. C'est un moyen aussi de communication sur tout ce qu'il y a à savoir du côté métier. D'accord? Alors, quand on n'a pas de métier et tout est du côté Web API, eh bien, c'est OK aussi. Mais c'est une couche où on va aller le tester. Donc là, je vais mettre en rouge, c'est pas parce que c'est grave, mais c'est juste pour attirer votre attention. On va faire du testing ici, hein, du unit test ici. Unit test ici. L'idéal, c'est ça. On en reparlera pareil, mais c'est un cadre qui vous permet de mettre un cadre théorique. Et ce service, en fait, il va utiliser un service aussi qui existe dans Angular, hein, qui s'appelle donc HTTP client, si on a envie. On peut faire des services sans HTTP client et des services HTTP client. En fait, on peut faire plein de services différents. Tout ce qui rend service et qui permet de diminuer la complexité de notre component. Salut Théodore, bienvenue dedans. On va arriver doucement à la session, il va rester 8-10 minutes hein, sur cette session-là. Le replay est prévu, juste après je générerai. Et donc, ici, on va aller communiquer vers HTTP client, c'est un service dédié qui est proposé par Angular. Ok, voilà l'idée. Mais on peut très bien faire des services qui sont en dehors totalement hein, de HTTP client. Et pareil, ça va être notre frontal ou pas. On peut avoir des services qui s'auto-communiquent, hein, qui communiquent entre eux. Alors bien sûr, attention, on peut vite fait avoir un mélange hein, entre tout ça. Donc il y a une architecture après qui devrait être pensée. On n'en parle pas à cette étape de la formation. Ok, mais on pourrait très bien dire je communique avec lui, qui communique avec lui, etc. D'accord? C'est tout ce qu'on rend service et qui permet de respecter un grand principe du développement logiciel qui est le S de solide. Oui, le S de solide, bienvenue. Hein, je le dis tellement de fois. C'est le SRP pour le S. Hein. S, ça veut dire SRP, c'est-à-dire Single Responsibility Principle. Ok? C'est hyper important. Donc, et on va respecter le I de solide, c'est-à-dire c'est quoi? C'est interface segregation. Plein de petites interfaces, donc plein de petits objets. Il y en a qui n'aiment pas. Personnellement, moi je suis pour aussi. Pas trop non plus, mais quand même. Donc, chaque chose fait quelque chose et le fait bien. Cohésion. Forte cohésion. On a une tasse, ça fait pas du vélo. Hein, voilà. Et toutes ces idées-là, si vous voulez y revenir. Et HTTP client, maintenant que j'ai parlé de ça, HTTP client, si on zoome sur les services dédiés HTTP client, vont aller se connecter vers notre Web API. Vous l'avez? Ouais, ok. Donc on va tenter de faire ça et je l'expliquerai sur la prochaine session. On va tenter déjà d'aller se connecter là-dessus. Nope. Salut Zbz. Je pense comme ça pour être sûr de parler à toi. Non, c'est sans NGRX là. On est vraiment sur les fondamentaux d'Angular sur cette session-là. D'accord? NGRX, il y a une autre session, un autre cycle que je fais à côté qui sera d'autres lives la semaine prochaine. C'est NGRX d'ailleurs signe en ce moment.
Ok, et donc là, on va se connecter à notre Web API, par exemple. Hein. Web API, voilà l'idée. Ok, donc bah, là, il va nous rester 6 minutes. On va y aller tout doucement. Alors, du temps d'Angular où il y avait encore des modules, on faisait un HTTP client module. Ceux qui connaissent ce monde-là, respect. On est passé par là tous, ceux qui ont pas mal d'expérience Angular, ou en tout cas du temps d'Angular. Maintenant, tout se passe dans app-config, avec ce qu'on appelle les provide functions. Ok, c'est ce qu'on appelle, regardez, c'est des... Ici, ça nous renvoie des environment providers. C'est en gros des providers, hein, c'est provide, fournit des... en gros, des singletons. C'est des classes qui sont auto-injectées pour nous dans toute l'application Angular. Vraiment, si je schématise très rapidement. Donc, il y a le D de solide, Dependency Injection. Si ça ne vous parle pas, allez voir ça. Mettez en pause quand vous regarderez ce replay. Allez voir ça. D'accord? Donc, ça respecte tous ces principes-là. En gros, c'est tout l'état d'esprit du monde back-end appliqué au monde front-end, en fait, Angular. Hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment cette idée-là. C'est pour ça que pour moi, c'est génial en entreprise. Comparé à d'autres qu'on peut trouver en React où ils connaissent pas du tout ce monde-là. Alors, on peut le faire d'autres façons. Hein. J'ai déjà montré qu'en React, on peut faire du DI sans les classes, hein, mais c'est pas pareil, c'est pas la même approche. Donc, c'est pour ça qu'on s'y sent bien quand on vient du monde back-end, selon moi. Donc, ici, on va utiliser les provide functions et on va utiliser la provide, et on l'a, regardez, HTTP client. Et là, ça y est, on a configuré notre HTTP client. Il est injecté, la classe a été injectée. C'est exactement comme quand vous êtes dans .NET avec le, vous savez, services.add, et là on a add-db-context. Ça vous parle, cette partie-là hein Tout ce qui va être add, ça va être toute la partie injection, hein, ajout des classes injectées, qui peut être scope, etc. Là, ici, on sait que ça sera du provided root, provided in root. OK. Voilà, il vous le dit, on peut même choisir du fetch si on est en SSR, c'est quand même fortement recommandé. Voilà, des choses comme ça, c'est important pour la communication derrière. Je ferai des sessions SSR beaucoup plus tard. Ok, donc voilà, ça y est. Juste à penser à ça, vous allez dans Application Config, dans app config. Première étape, c'est pas un service. Maintenant, on revient. Vous avez vu tout ça pour expliquer les services? Ouais, je trouve que c'est bien de comprendre. Donc, il existe NGJS. Si on revient sur notre wagon principal, on veut générer un service. Comment on le fait? NGJS. Là, je vais faire un service qui se connecte avec HTTP client qui permet de requêter ma web API. Donc, je crée un service. C'est beaucoup plus propre parce que donc, du coup, je vais pouvoir le tester lui-même. Vous vous rappelez ce que j'ai dit? À travers ça, ce service-là, je vais l'appeler comme je veux. Donc ici, ça va être quoi? Je vais essayer de faire des services petits. Je vais essayer de réceptionner la liste de mes games. Donc je vais l'appeler select all ou get all, hein, par exemple. Get all games, quoi, video games. Et c'est tout. Car en fait, il va rajouter tout comme le component. Quand on fait ng-generate component, il va rajouter le mot-clé services. D'accord? Donc ne le mettez pas. Et là, c'est bon. On a un service qui va s'auto-générer. Ici, il va générer deux fichiers, le service en lui-même et le service de spec test. Comme je dis, je ne parle pas de test pour l'instant. On va voir services. Et là, on a notre service. On voit que c'est une classe et elle est provided in root. Ici, c'est une notion de tree shaking, c'est-à-dire qu'elle s'auto-injecte dès qu'on va en avoir besoin. On n'en parle pas ici pour l'instant. Notre service, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais l'appeler directement dans mon composant. J'en ai besoin. Hein, monsieur et madame en aient besoin, ont un fils, hein, c'est Jean. Non, c'est aient besoin d'ailleurs. Je vais faire ma blague, j'ai loupé. Je vais donc dans mon composant de listing et je vais récupérer ma liste. Ma liste maintenant, ce n'est plus une liste ici. Hein, ce n'est plus cette liste qui est fakée directement en tableau. C'est une liste qui vient de ma requête HTTP. On se rapproche de la fin, donc je vais vous montrer juste cette étape-là. Je vais aller injecter. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'injection dépendante, j'en parlerai plus tard, d'accord? Ici, je vais juste vous montrer comment faire, au moins vous saurez faire. Vous allez faire un private read-only. Alors, read-only, c'est juste que je ne veux pas changer l'instance après coup qu'elle soit injectée. Je vais l'appeler par exemple, donc du coup, ça va être mon HTTP, donc mon service. Je vais l'appeler service. J'en ai qu'un. On peut l'appeler infra, application, etc. Pour l'instant, on va l'appeler service. Et je vais aller appeler inject. Inject, ça fait quoi? Ça va dire, écoute, j'ai besoin de. Si la première fois, la classe qu'on va dire j'ai besoin de, elle n'existe pas en tant qu'instance en mémoire, il va aller la créer automatiquement, le moteur d'injection dans Angular. Sinon, il va récupérer la dernière instance. D'accord? Donc la même. C'est ce qu'on appelle un singleton. C'est ce que vous trouvez ici, provided in root. Il se met dans le root de toute la hiérarchie d'injection. Il se met dans le root, donc dans le app root, faut le voir comme ça. D'accord? Donc c'est ce que je vais faire là, en appelant mon getAllVideoGameService. Vous faites un contrôle point virgule dessus, et là vous avez l'import. Vous vous souvenez de l'import. D'accord? Bon, on n'est pas obligé des points virgules.
Qu'est-ce qui est à noter ici? Eh bien, c'est que ça va générer le lien entre les deux, d'accord? Grâce à ça, on vient de faire du tree shaking, c'est-à-dire que, vu que là, je dis que j'en ai vraiment besoin, j'ai l'import, d'accord? Et je le mets qu'à ce moment-là. Comme ça évite de générer des fichiers dont on n'a pas vraiment besoin, d'accord? Voilà, on a récupéré notre service, on va pouvoir l'utiliser comme variable de classe dans toute ma classe ici. Ok, ça c'est la première étape. Allez, ça fait 1 heure là. On va aller se rapprocher. Je vais vous montrer comment aller au moins jusqu'à HTTP client, aller l'injecter. Et la suite, on ira requêter la prochaine fois. Comme ça, un peu de teasing pour la prochaine fois. Je vais faire la même chose avec le service qui est proposé par Angular. Donc, read only HTTP client. Vous pouvez l'appeler HTTP client comme vous voulez. Et vous faites inject de HTTP client. Ok? Et voilà, ça y est, vous avez injecté votre HTTP client. Mon boulot la prochaine fois, ça sera de faire un getAll qui renvoie ma liste. D'accord? Et je vous montrerai comment faker mes données. Et après, on va aller faire une API du côté web de webapi.net pour aller requêter ça. Donc vraiment aller le B à bas. Et si vous ne connaissez pas ça, on pourra aller faire du côté Firebase. Il y a vraiment plein de possibilités qu'on va aller ouvrir par la suite. Voilà, on a fini cette première session. Je vais au moins vous montrer ça. Si je vous fais un petit résumé, j'espère que ça va. Qu'est-ce qu'on a découvert? La session a été principalement concentrée sur comprendre qu'Angular utilise TypeScript. Et qu'est-ce que TypeScript? Le langage. Et qu'est-ce que TSC? Le compilateur, qui est transpiler. Ok, c'est l'idée de générer du TypeScript en JavaScript. Première étape en raw, c'est-à-dire en brut, qui va être régénéré via un bundler, Vue.js aujourd'hui Angular. Comprendre qu'il y a l'import et l'export, c'est ce qu'on a vu, qu'on retrouve ici. Comprendre que c'est par l'import et non le nom de la classe qui va dire j'ai besoin de générer le contenu du JS dont j'ai besoin dans l'import. Ok. Donc là, ça dit bien à la ligne 1 à la ligne 2, je dois générer ces fichiers-là où se trouve HTTP client, inject, injectable. Ok. Donc c'est vraiment ces points-là. Et plus je vais être fin, plus je vais avoir un bundle qui est petit. Comprendre que TypeScript, c'est TSC et que TSC, ça nous permet d'avoir un target. Vous savez, ce target qui permet de cibler la version de JavaScript pour dépendre de quelle version de notre navigateur. Notre JS n'est pas toujours supporté. D'accord? C'est un choix pour typer. On n'a pas encore vu tout le système de typage. Ce qu'on peut voir ici, en tout cas, pour finir, c'est que, pour compléter juste un petit point, il y a de l'inférence de type en TypeScript. Je m'explique. Là, regardez, cette variable, vu qu'elle a récupéré inject de HTTP client, le type, c'est HTTP client. Donc, dans HTTP client ici, c'est pas parce qu'elle s'appelle HTTP client, bien sûr, elle a récupéré HTTP client. À partir de maintenant, cette variable, avant compilation, ne recevra que du HTTP client, que type HTTP client. Donc ça nous permet de cadrer ce qu'on va écrire. Jamais on fera new, test, auto, 1, 2. Pourtant, après, le JS qu'on récupérera, on pourra faire ce qu'on veut. Mais nous, de toute façon, le JS sera exécuté. Il ne sera pas pour développer. C'est cette idée-là. Qu'est-ce qu'on a vu après? On a commencé à introduire la notion de service avec NGJS. À quoi ça sert? Faire des scene components. Et l'idée, c'est d'aller déporter le métier, les appels, Web API à l'intérieur. Ce service va être quasiment indépendant de notre composant. Et notre service peut servir à encapsuler, cacher, offusquer l'appel de, par exemple, donc HTTP client pour aller requêter notre Web API. Nous avons vu aussi un petit plus qui est sympa, je trouve, c'est que dans la partie configuration, il y a l'arrivée d'Angular 18, donc ce qu'on appelle la zoneless. Ça ne vous parle pas pour l'instant, c'est pas grave, mais sachez qu'on peut l'activer, qui va faire qu'on va se passer d'un moteur de détection automatique de changement HTML sur votre HTML par composant. Et donc, c'est l'arrivée des signaux depuis Angular 16 qui vont nous permettre de dire à ce moteur de détection de changement, c'est Python.js qui te prévient, c'est Signal. Et voilà, ça fonctionne bien. C'est pour ça que vous allez voir de plus en plus mon développement autour de Signal. C'est la grande nouveauté d'Angular. Ok, on a fini pour cette session, messieurs, dames, s'il y a des dames ici. Je l'espère aussi de tout mon cœur. Merci pour tous les j'aime, c'est cool. J'espère que cette session vous a plu, a priori oui. Merci autant sur YouTube que sur Twitch. J'ai moins de sessions là, on arrive à la fin de période de juin, donc j'en ai une début de semaine prochaine en présentiel distanciel. Mais donc en gros, la semaine prochaine, vous allez me retrouver assez fréquemment sur YouTube. Autant des vidéos que je tourne de mon côté en live différé, ou autant en live Twitch, j'en ferai plusieurs pour avancer sur cette session-là. Merci beaucoup. Je vous dis à plus. Avant ce soir, je vais sortir aussi la suite de mon aventure autour du jeu vidéo C# aussi. Merci de m'avoir suivi. Codez bien d'ici là. Bon week-end et bon code. Et à plus. Ciao, ciao. Merci, au plaisir. Je te rappelle semaine prochaine si tu veux. Ciao.